Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de la régression logistique multinomiale, c'est-à-dire que la variable cible a plus de deux modalités. Et en particulier, je vais parler de la régression logistique multinomiale telle qu'elle est programmée dans la librairie scikit-learn sous Python. Alors pourquoi? Parce que l'un d'entre vous m'a posé une question en me disant j'ai fait une régression logistique sur une grande base et les temps de calcul est extrêmement long. Et bon, on a du mal à voir pourquoi. Alors, pour essayer de répondre à ça, il faut regarder un peu ce qu'il y a dans la librairie déjà pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Alors, je suis sur la page là, de la régression logistique sous scikit-learn. Je suis bien sur la page ici, 0.23.2, c'est la version actuelle que j'utilise. On est le 20 décembre. Et regardons un peu, il y a une série de paramètres qu'on voit là-dedans. D'ici la pénalité, c'est soit l'assaut, soit l'assaut, soit reach. Voilà, ça ne nous intéresse pas trop. Il y a deux choses qui m'intéressent en fait ici. D'une part, c'est l'algorithme d'optimisation. Voilà, ça joue un rôle très important dans le comportement de l'algorithme, surtout sur le temps de calcul. Donc ça, c'est un élément. On voit qu'il y a toute une série d'outils disponibles ici. Voilà. Donc laquelle choisir? J'ai une base de données à laquelle je vais utiliser pour traiter ma base de données. Sachant que ma base de données a une série de caractéristiques, entre autres, un nombre de modalités de la variable cible. La régression logistique telle qu'elle est programmée dans scikit-learn, elle fonctionne même si on a plus de deux modalités. Voilà. Donc c'est une régression logistique qui est donc multinomiale a priori. Sauf qu'on se rend compte également qu'il y a un autre paramètre. Donc, il y a le solver qui est un paramètre très important. Il y a un autre paramètre qui est très important également, c'est le comportement qu'il adopte quand on est sur du multiclasse. Soit effectivement, il fait quand un nombre de classes est supérieur à 2, c'est-à-dire que la variable cible a plus de deux modalités. Alors, soit effectivement, il fait de la régression ici, donc multinomiale, voilà, j'expliquerai à peu près ce que c'est tout à l'heure, soit il transforme le problème en une série de régressions logistiques binaires. Voilà. Donc one vs rest, OVR. Ah, bah, du coup, il faut savoir qu'est-ce qui est utilisé en réalité. Qu'est-ce qui est utilisé quand vous avez une base de données où la variable cible a plus de deux modalités. C'est quelle stratégie qu'il utilise? Est-ce que c'est multinomial direct ou est-ce qu'il la transforme en une série de régression logistique binaire où il prend une classe contre les autres? Voilà. Et il fait tour à tour les différentes régressions. Donc, s'il y a 23 modalités, je dis ça, je dis rien, donc ça veut dire qu'il fait 23 régressions, non, 23 régressions logistiques binaires. Alors, il peut le faire en parallèle. On voit également qu'il peut le faire en parallèle. Il y a une option ici, c'est le nombre de CPU qu'on peut utiliser. Voilà, il peut les faire en parallèle si vous avez plusieurs CPU, mais uniquement dans certains cas. Uniquement dans certains cas. On voit bien. Donc là, ça, je le dis pour la régression logistique ici, mais je vous le dis de manière générale. À chaque fois que vous utilisez une librairie, à chaque fois que vous devez le paramétrer, lisez attentivement ce qui est écrit dans la documentation pour comprendre exactement ce qui est manipulé. Alors, bon, je ne fais pas le cours de régression logistique dans mon cours d'introduction à la data science. C'est un cours que je faisais en master 2 avant. Je ne le fais plus maintenant. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'on peut le mettre dans un cadre plus large qu'un cours de biostatistique. Donc maintenant, il est remplacé par un cours de biostatistique qui n'est pas fait par moi. Voilà. Et là, il rentre dans un cadre plus large et ça permet de donner des horizons plus larges aux étudiants. Donc c'est pour ça que mon cours qui est là, maintenant cours de régression logistique, hein, vous avez l'URL qui est là. Maintenant, je l'ai mis en ligne avec les ouvrages. Donc, j'avais écrit un ouvrage à cet effet. Tous les slides sont là. Et justement, j'ai mis en ligne donc tous les TD. Tous les travaux dirigés sont en ligne avec les exercices et les corrigés. Si je prends le premier là, je clique là-dessus. Vous avez, vous avez les sujets de TD, voilà, les fichiers, la correction de TD sous R. Donc ça, c'est les TD que je faisais en Master 2 Data Science auparavant, et je faisais tous les exercices sous R. Maintenant, si j'avais à le faire, ces cours-là, peut-être que je ferais au moins une partie sous Python. Sous R quand même, parce qu'il y a des outils qui sont très intéressants sur la régression logistique, mais au moins une partie sous Python. Très bien. Alors, revenons ici. Donc, déjà, on a un premier point de vue important, c'est quand on est en multiclasse, donc il y a deux approches possibles. Soit il fait du multinomial, on va voir ce que c'est que multinomial tout à l'heure, soit il la transforme en une série de régressions, logistiques binaires, une classe contre les autres. Et ça veut dire qu'en classement, il applique chaque modèle, s'il y a 23 modèles par exemple, il applique les 23 modèles, voilà, et il prend la classe qui a le score le plus élevé. Donc en termes de temps de calcul, déjà la création du modèle lui-même, ça peut prendre du temps, et ensuite le classement lui-même, ça veut dire qu'il va activer donc 23 équations. Voilà. Et bon,
En classement, généralement, il n'y a pas trop de soucis pour ces modèles-là. Si on est sur du Bloch voisin, là, c'est autre chose. Mais en classement, sur ce type de modèle-là, il n'y a pas trop de problème. C'est assez rapide, hein, même s'il y a un empilement de modèles, justement. Alors, justement, ça, c'est un premier point de vue. L'autre point de vue, c'est le fameux solver. C'est quel est l'algorithme qui est utilisé derrière. Alors là, la documentation n'est pas très déserte, pour le coup. Elle n'est pas... On ne dit pas grand-chose. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé une réponse sur Stack Overflow. Alors, les forums, il faut s'en méfier. Hein. Des fois, les gars, ils mettent ce qu'ils veulent, ainsi de suite. Mais bon, c'est à nous de regarder et d'avoir une expertise sur ce qui est écrit. C'est ça l'intérêt. Et est-ce que les réponses qui sont mises en ligne sont circonstanciées, sont suffisamment argumentées, sont suffisamment solides? C'est à nous de voir ça. C'est pour ça, justement, qu'on étudie les méthodes, qu'on a un point de vue suffisamment large, et après, on regarde. Si c'est une réponse bateau qui ne sert à rien, bah, vous passez outre et vous passez à autre chose. Si la réponse qui est mise en ligne est intéressante et argumentée, là, oui, ça peut nous amener des choses intéressantes. Donc, c'est à vous de regarder ce qui est en ligne. Hein. Il ne faut pas prendre pour parole d'évangile ce qui est mis en ligne. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Regardez, et avec votre expertise, vous avez suffisamment de recul pour comprendre que ce qui est écrit là est sérieux ou bien ce qui est écrit là n'est pas sérieux. C'est ça l'idée. Hein. Donc, regardez, lisez, et avec le background que vous avez, ben, vous êtes capable de juger de la pertinence des résultats qui est mis en ligne. Donc là, justement, il y a un gars qui dit, j'utilise la régression logistique sous scikit-learn, je vois différents solvers, voilà, donc c'est des algorithmes d'optimisation du critère. Ici, c'est la vraisemblance, hein. C'est un algorithme maximum de vraisemblance, donc c'est la vraisemblance, on verra ce que c'est tout à l'heure, voilà, qui est utilisé. Et donc, j'ai regardé, hein, voilà, il y a un gars qui répond, je ne sais pas qui répond là, hein, voilà, et il explicite exactement chacune des étapes, voilà. Une fois qu'il a explicité, il va détailler chaque algorithme. Là, c'est intéressant, parce que le gars qui répond, là, il connaît son affaire. Hein, et donc, il amène des points de vue très intéressants. Alors, je prends la méthode la plus usuelle. Hein, c'est la méthode de Newton, celle qui est programmée typiquement dans Tanagra, c'est programmé comme ça. Dans GLM de R aussi, c'est programmé comme ça. Voilà, il vous dit, voilà comment c'est programmé, et il dit, attention, il y a un élément qui pose problème dans cette approche-là, c'est qu'il doit calculer donc la matrice hessienne. Et la matrice hessienne, déjà, il faut la calculer, voilà, et surtout, elle est gigantesque parce qu'elle dépend du nombre de variables dans l'espace, enfin, elle dépend du nombre de variables utilisées, et donc c'est une matrice carrée où on a le nombre de variables plus 1, parce qu'il y a aussi la constante à calculer, fois nombre de variables plus 1. Donc, si vous avez 100 variables, vous avez une matrice 101, 101 à calculer. Bah, ça fait du problème, ça fait des problèmes, surtout après qu'il faut l'inverser, ainsi de suite. Très bien. Voilà. Après, il y a d'autres algorithmes qui l'expliquent ici. Il y a aussi des techniques comme la descente de gradient, qu'on va voir ici, SAG, voilà, qui est une variante de descente de gradient. Je vais parler de la descente de gradient tout à l'heure. Voilà, ainsi de suite. Et surtout, il vous dit donc les idées qu'il faut avoir en termes de rapidité de calcul. Parce que là, dans scikit-learn, si vous regardez bien, il vous dit, selon les algorithmes, certains sont plus rapides, certains peuvent traiter directement une régression, une fonction de perte ici multinomiale, et certaines ne peuvent pas traiter des fonctions de perte multinomiales. Elles disent également que dans certains cas, quand les variables ne sont pas sur la même échelle, il y a des algorithmes qui ne marchent pas très bien. Vous avez vu, hein? Si les variables ne sont pas sur la même échelle, donc le solver SAG ou SAGA, ils ne sont pas terribles. Hein, voilà. Et SAG et SAGA sont décrits ici, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est à vous de voir ça. C'est à vous de regarder ça, de regarder ce qui se passe dans vos données et de voir quelle est la meilleure solution à mettre en œuvre. Surtout que, ça joue sur la convergence et ça joue aussi sur la vitesse de convergence. Donc déjà, ça se calcule, des fois ça dure quelques secondes, des fois ça dure des plombes, et des fois ça ne converge pas, du coup votre modèle il tient pas la route. Et donc c'est à nous de voir ça. C'est à nous de voir ça. Voilà. Alors, très rapidement, donc sur mon site de cours, là, hop là, sur mon site de cours qui est là, support data mining, il y a des supports de cours, entre autres sur la régression logistique. De toute manière, pour la régression logistique également, j'ai mis les cours ici. Alors, je reviens très rapidement là, la régression logistique. Voilà, donc j'explique dans ce support-là, il est là, mais vous le trouverez sur la page de cours, le lien est plus facile à trouver à partir de la page de cours, vous n'allez pas, voilà, vous avez l'URL là si vous voulez, de toute manière. Voilà, avec la vidéo, vous arrêtez, vous tapez l'URL. Voilà. Et il y a deux choses qui sont intéressantes ici. Hop là, j'ai mis un pense-bête, mais il est masqué, là, c'est ballot ça. Voilà, il y a deux choses qui sont intéressantes ici. Voilà. Ici, la fonction de vraisemblance à calculer, donc la log vraisemblance pour qu'elle soit additive. Voilà, la fonction de vraisemblance, elle est multiplicative, on passe en logarithme pour qu'elle soit additive. Elle s'écrit comme ceci. Et on va l'optimiser
ici avec les paramètres de la fonction de la régression logistique. Là, pour l'instant, on est dans la régression donc logistique binaire. Hein. Là, pour l'instant, on est dans le cas de la régression logistique binaire. Et page 13 ici, voilà la fonction à optimiser. Et ce qu'il faut calculer pour obtenir cette optimisation-là, ce qu'il faut jouer, donc les paramètres à estimer, c'est les paramètres du modèle et c'est les coefficients de la régression logistique. A0 plus A1x1 plus A2x2, donc c'est A0, c'est le vecteur de A0 à 1, ainsi de suite, jusqu'à A nombre de variables explicatives. Voilà. Alors, pour calculer cette optimisation-là, l'algorithme de Newton, justement, il s'écrit comme ceci. Donc, c'est un processus qui est itératif, hein, voilà, parce qu'il n'y a pas de solution directe, donc c'est un processus qui est itératif, c'est une optimisation quadratique, voilà, qui est itérative, et il y a deux éléments à calculer. Là, c'est la matrice, c'est le vecteur des dérivées partielles premières, donc c'est le vecteur gradient, justement, et là, c'est la matrice hessienne, qu'il faut inverser normalement. Voilà. Ah bon, une matrice, déjà, voilà, si on a peu de variables, ce n'est pas un souci. S'il y a beaucoup de variables, bah, cette manipulation-là, ça prend du temps. Et justement, c'est pour ça qu'ici, on voit qu'il y a d'autres techniques qui permettent de le calculer, de l'estimer directement sans avoir donc à l'inverser. C'est une autre option qui est là. Voilà. Mais du coup, comme elle est estimée et non pas calculée directement, on est moins précis. C'est à nous de voir ça, encore une fois. Voilà. Alors ça, c'est une question qui me vient souvent. Les étudiants, certains étudiants me disent, j'ai lancé sous R, GLM, qui utilise ça, en gros, hein, voilà. Ça marche pas sur ma base, parce que je fais du text mining, donc j'ai 7000 variables, là, ça va pas le faire. Hein, une matrice 7000, 7001, 7001, ça va pas le faire du tout. Et après, je lance sous Python et ça marche avec scikit-learn. Donc Python, c'est mieux. Ah oui, parce qu'il utilise un autre algorithme, tout simplement. Sauf si, dans le paramétrage des algorithmes, vous dites, j'utilise l'algorithme de Newton. On est d'accord là-dessus. Or, ce n'est pas l'algorithme par défaut. L'algorithme par défaut, c'est celui-là. Et avant même, c'était un autre algorithme, c'est liblinéaire qui était utilisé. Hein. Liblinéaire, vous avez aussi la description ici de liblinéaire. Vous voyez bien, hein. Donc c'est à nous de voir ça. C'est à nous de voir ça. C'est à nous de voir ça. Alors, je reviens sur l'optimisation. Il y a un deuxième élément important, c'est que pour obtenir cet optimum-là, il revient plusieurs fois sur la base de données. Voilà. Donc, si, je dis ça au hasard, j'ai 500 000 individus, il va repasser plusieurs fois les 500 000 individus. Donc, par rapport donc, je prends l'exemple d'une analyse discriminante, c'est absolument pas la même chose. Une analyse discriminante, si c'est programmé de manière intelligente, c'est une seule passe sur les données. Hein, ou à défaut, c'est autant de passes qu'il y a de nombre de modalités de la variable cible. Mais bon, on peut le faire en une seule passe sur les données. Hein, voilà. Là, pour le coup, ça dépend du nombre d'itérations. Donc, regardons, est-ce que l'itération est paramétrable? Voilà. Là, en fait, il y a un paramètre qui est là. Il est où là? Il n'est pas là. Tac, tac, tac. Il est où? C'est maxitaire. Et ben voilà. Donc, par défaut, il passe 100 fois sur la base, s'il ne converge pas avant. Donc, 500 000 individus, il passe 100 fois sur 500 000 individus, ben, ça fait beaucoup. 500 000 fois 100, ça fait 50 millions de passages sur les individus, sur chaque individu, s'ils ne convergent pas. Donc là également, on se rend compte qu'effectivement, c'est normal que l'apprentissage dure des plombes. On est bien d'accord là-dessus. Très bien. Alors, ça, c'est quand on est dans le binaire. Quand on est en multinomial, c'est-à-dire que la variable cible a plus de deux modalités. Qu'est-ce qui se passe? On va sur un autre support cette fois-ci. Voilà, la régression donc polytomique, on appelle ça, ou multinomiale, hein, c'est notre cas ici. En tout cas, la variable cible a plus de deux modalités. Et là, alors c'est page 16, hein, j'ai préparé en amont ça, tac, 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 page 16, elle est là. Non, c'est pas page 16, qu'est-ce que je raconte, moi? Elle est où? Elle est par là, tac, tac, tac. C'est un peu plus haut. Ah, c'était page 6. Voilà, c'est page 6. Donc, ici, on a la fonction de vraisemblance à optimiser. Et de nouveau, donc, on a un vecteur de vecteur gradient. Donc, j'ai ici le nombre, donc la dimension de vecteur gradient, c'est un vecteur toujours, mais j'ai un empilement de k-1, donc vecteur gradient, où chaque bout, c'est de dimension j plus 1, j étant le nombre de variables, ou p, on va dire p. Hein. P, c'est le nombre de variables explicatives, p plus 1 parce qu'il faut compter la constante, voilà, et k-1 parce qu'il y a k modalité, hein, et k-1 parce qu'il y en a une qui sert de référence. Vous avez bien vu là-dessus, hein, quand on fait un codage, enfin, comme on fait quand on code une variable qualitative et qu'on la code en 0,1, il y a une modalité qui sert de référence, c'est le même principe ici. Voilà. Donc, ça déjà, on se dit, bon, c'est un peu important, ok, pas de problème. Mais là, sur la matrice hessienne, du coup, j'ai une matrice qui est de dimension titanesque. Disons les choses, hein. Regardez les dimensions de la matrice.
Donc, si je dis ça, je ne dis rien. Admettons que mon J, la nombre de variables explicatives, c'est P, c'est J, mais on va dire J ici, parce que dans mon support, c'est écrit J. D'accord, très bien. Voilà, admettons que j'ai 200 variables. 200 variables, donc j'ai 200 variables plus 1, donc j'ai 201, déjà une première dimension, multiplié par le nombre de modalités de la variable à expliquer, moins 1. Donc 23 moins 1, ça fait 22. Donc j'ai une matrice de dimension 22 fois 201 croix 22 fois 201. Ben, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc là, si vous partez sous l'algorithme de Newton, là, qui va calculer ce vecteur-là, déjà, c'est pas trop un souci. Même s'il est énorme, c'est un vecteur. Hein, voilà. Mais cette matrice hessienne qu'il va utiliser dans l'optimisation, ça ne va pas le faire. Hein. Clairement, ça ne va pas le faire. Ça va planter. Il va allouer de la mémoire hein, et il va vous dire non, je ne peux pas. Typiquement, essayez sous R, hein, vous lancez GLM, à un moment donné, dit j'alloue un vecteur qui est de taille trop importante, ça ne va pas le faire. C'est pour ça qu'il faut utiliser d'autres algorithmes, d'autres options. Donc justement, regardons ici. Alors, regardons peut-être liblinéaire, hein, mais liblinéaire, il dit c'est uniquement for small dataset. Pour large dataset, il faut utiliser Saga, qui est en fait une sorte de descente de gradient. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la descente de gradient? C'est la même chose, on optimise toujours la vraisemblance. Voilà. Sauf que dans la descente de gradient, quand on optimise donc la vraisemblance, voilà, la seule chose qui est calculée, c'est le vecteur gradient. Voilà. Et ici, on a une constante d'apprentissage. Donc, on zappe donc la matrice hessienne. Du coup, la convergence est plus lente, mais on a moins de choses à calculer, donc l'un dans l'autre, le calcul sera plus rapide. Hein. Il y aura plus d'itérations pour arriver à la convergence, mais comme un moins de calcul, voilà, ce sera plus rapide. Enfin, on espère. Alors que la méthode de Newton, là, on a moins de convergence pour arriver, on a moins de calculs, on a moins d'itérations pour arriver à la convergence. En revanche, pour chaque itération, il y a des calculs et entre autres, il y a la grosse matrice hessienne à manipuler, hein, qui pose souci. Alors, ça, c'est pour le cas de régression linéaire multiple. Dans le cas de régression donc logistique, c'est en page 21 que c'est expliqué. Voilà, je montre ici le calcul du vecteur gradient et je montre ce qui se passe quand on a la généralisation de ça, tout simplement, quand on est dans une régression donc multinomiale, tout simplement. Hein, c'est ça l'idée. Hein. Ça doit être écrit quelque part dans le cadre de régression multinomiale. Voilà. Ah, voilà le gradient, un vecteur régression multinomiale, et voilà les dimensions du vecteur gradient. C'est la même chose hein, que ce qu'on a vu tout à l'heure, tout simplement. Mais donc, on n'a pas la matrice hessienne. Hein. Ici, l'optimisation repose sur un autre mécanisme qui est expliqué ici, page 11, de manière générique pour la régression multiple. C'est que, à la place de la matrice hessienne, maintenant, je vais utiliser la constante d'apprentissage avec des astuces pour que la convergence soit mieux guidée. Hein. Justement, c'est ce qui est ici expliqué. Par exemple, pour SAG, il explique ce qui se passe. Hein. C'est que, voilà, donc c'est une méthode qui est à base de gradient stochastique, hein, c'est bien ce qui est expliqué ici, voilà, mais pour que ça lisse mieux donc le chemin est vers l'optimum, voilà, il a de la mémoire sur les précédentes, donc, comme le momentum qu'on peut voir dans les réseaux de neurones, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'est ça l'idée. Et voilà, c'est pour ça qu'il marche mieux. Donc, à chaque fois que vous faites une régression logistique, surtout avec ces librairies qui sont utilisées maintenant, où vous avez le choix, en fait, ce qui pose souci, c'est quoi? C'est où l'avantage? On a le choix, donc on peut mieux guider l'apprentissage. Mais c'est où le désavantage? C'est comme on a le choix, on ne sait pas ce qu'il faut utiliser. Au moins, quand on utilise R avec GLM, par exemple, on sait qu'il utilise tant de Newton. Voilà, très bien, donc c'est tout le temps ça. Mais quand on est sur une énorme base, il ne va pas le faire, il va planter tout de suite. Voilà. Là, on a le choix, mais il faut choisir à bon escient le bon paramétrage pour donc fonctionner. Alors, pour montrer ça, hein, donc, on va essayer de jouer sur ces deux éléments-là. D'une part, ici, le solver, et d'autre part, comment on va gérer le multiclasse. Est-ce qu'on fait du multinomial direct? J'ai expliqué ce qui vient de se passer. Ou bien, on va passer sur la stratégie où je binarise le problème. Donc, je binarise le problème. Donc, enfin, je transforme le problème en une série de régressions logistiques binaires hein, que je peux lancer de manière indépendante et qui sont parallélisables du coup, parce qu'on peut le lancer de manière indépendante. C'est ce qui est bien écrit ici. Hein, voilà. Très bien. Alors, pour tester ça, on va utiliser notre base. Voilà.
c'est la base de reconnaissance de type de forêt. Covertype dataset, vous le trouverez sur la base UCI. Hein. Voilà, il y a 581 000 observations. Pas mal, hein, voilà, avec 54 attributs prédictifs. Il y en a certaines qui sont des constantes, donc je les ai virées. Voilà, et la variable cible a cette modalité. Donc cette base-là, hein, elle est là, hein, voilà, vous avez la description qui est là. Ce qui est intéressant à voir, c'est que les variables ne sont pas sur les mêmes unités. Très important, les variables ne sont pas sur les mêmes unités. Or, la librairie, elle dit très bien, attention, quand on a ce problème-là, peut-être que c'est plus judicieux, nous-mêmes, de transformer les variables pour amener les variables sur les mêmes unités. Par exemple, en faisant un pourcentage réduction. C'est ce qui est écrit là, hein, j'invente rien. C'est bien ce qui est écrit là. Attention, voilà. Donc là, on voit déjà, c'est bien écrit là, hein, pour certains algorithmes, attention, il faut que les variables soient sur les mêmes échelles, sinon ça peut poser problème. Et ici, on voit très bien dans la description de la base que là, certains sont en mètres, d'autres c'est des degrés, voilà, et là même c'est des variables 0, 1. Voilà. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes unités. Et lui, l'algorithme, donc la librairie scikit-learn ne fait pas la transformation automatique. Donc c'est à nous de le faire en amont si on le juge nécessaire. Hein. Et là, en l'occurrence, peut-être que c'est nécessaire. Hein. Voilà. Très bien. Alors justement, la base, elle est où? La base, elle est là. Tac, voilà. Donc ça, c'est les données. Hein. Les données. Hein. Donc, c'est un format CSV standard. Là, hein. Voilà, vous avez ici la variable type. Donc, c'est le type de forêt. Il y en a 7 modalités possibles. C'est la dernière variable. Là, vous avez les valeurs. Et on voit très bien qu'on n'a pas les mêmes unités. Là, ce n'est pas les mêmes classes de valeurs pour chaque variable. Hein. Voilà. C'est un séparateur tabulation ici. Voilà. Et surtout, on a des variables 0, 1 et d'autres, c'est des variables numériques. Voilà. Et on a ici 581, 012, 013 ici. Pourquoi? Parce qu'il y a la ligne des noms des champs. Voilà, très bien. Alors, pour avoir plus d'informations sur ce qu'il y a sur cette base-là, vous avez le type des données, vous avez une description plus approfondie de la base de données qui est là. Il faut se le palucher. Hein. Voilà. Moi, à la limite, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette partie-là, où on se rend bien compte qu'on n'a pas les mêmes unités. Et donc, sur l'algorithme d'optimisation qu'on va utiliser pour la régression logistique, on peut avoir des comportements différents. Voilà. Très bien. Allons-y alors. On va lancer tout ça sous Jupyter Notebook. Donc, j'ai lancé Jupyter Notebook, je vais créer un nouveau notebook. J'ai préparé le code, bien sûr, je ne vais pas le taper devant vous. Chaque fois, ce n'est pas une bonne idée de faire ça, c'est le genre de truc qui a fait une erreur. Donc, je lance ici. Et je vais créer, première étape, j'importe les données. Toujours première étape, j'importe les données. Donc, voilà. Et j'en profite pour importer toutes les librairies que je vais utiliser. C'est ce que je fais ici. Donc, tac. Voilà, je lis le code, j'importe une série de librairies que je vais utiliser. Je vais utiliser ici la régression logistique et les 580 000, je vais la subdiviser en apprentissage test. En fait, ici, l'idée, c'est surtout de montrer le comportement de l'algorithme. Donc, je vais prendre un échantillon d'apprentissage petit, parce que sinon, les calculs durent très longtemps et ça n'a aucun intérêt de regarder chacun l'écran. Voilà, moi, je suis là, vous êtes là, on attend que ça passe. Non, c'est pas possible, ça. Hein. Donc, je vais prendre une taille d'échantillon d'apprentissage relativement petit et on va mesurer le temps de calcul surtout. C'est ça qui est important ici. J'en prends 20 000 individus en apprentissage et 560 000 en test. Hein. Vous n'allez pas me dire, oh, c'est pas ce que vous avez dit en cours, généralement on dit de tiers, un tiers. Non, non, non. Là, on est dans un autre cadre où on expérimente là, les différents paramétrages possibles de la régression logistique. Donc, c'est un autre cadre ici. C'est un autre cadre. C'est pour ça que j'en prends très peu en apprentissage. 20 000, c'est pas mal quand même, parce que vous allez voir que le temps de calcul dure quand même un moment. Voilà. Et le reste en test. On n'est pas dans un cadre où on veut modéliser, être le plus performant possible sur la population. Hein. On est dans un autre cadre où on veut voir le comportement de l'algorithme d'optimisation et les stratégies de paramétrage qu'on peut avoir sur ce type de base-là, où il y a 54 variables prédictives et une variable cible qui a 7 modalités. Voilà. Très bien. Je dis ce préambule-là parce qu'à chaque fois, on me dit « Ah oui, mais dans son vidéo, il a fait 20 000 en apprentissage et 560 000 en test. » C'est parce que, voilà, on est dans un autre cadre. On est bien d'accord là-dessus. Donc voilà, j'exécute. Une fois, donc là, je change de répertoire de travail, je charge la base que j'ai montré tout à l'heure et j'affiche ces informations. Donc ça prend un peu de temps parce qu'il y a 580 000 observations, voilà, et un certain nombre de variables, donc le temps de calcul, voilà, il importe quand même, mais bon, ça avance. Hein. Vous ne l'entendez pas, mais il est en train de souffler, mon ordinateur. Ça y est. Très bien, donc il a importé les données, tout va bien, voilà. Et pour avoir une idée, parce que des fois, on ne peut pas l'ouvrir dans un éditeur de texte, encore moins dans Excel. Hein. Bon, cette base-là, pour le coup, on aurait pu l'ouvrir dans Excel. Voilà. Je demande une description, on a les stats descriptives ici, et on voit bien, là, on a des moyennes écart types qui ne sont pas du tout de la même ampleur. Hein.
Voilà, et on a aussi des colonnes où c'est du 0,1. Donc là aussi, c'est d'une autre ampleur. Donc c'est très important ça. Donc pour l'instant, on fait comme si de rien n'était. On va faire comme si de rien n'était. On va fonctionner voilà, en passant outre. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne selon les paramétrages qu'on veut. Très bien. Alors, autre élément important, je compte ici le nombre de modalités de la variable cible. Voilà, tac, j'exécute. Voilà, effectivement, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modalités. Certaines sont assez... Il y a beaucoup d'observations, d'autres sont relativement rares, ce qui arrive souvent sur les bases de données. Très bien, très bien. Alors, donc c'est là que je fais ma petite manipulation qui peut vous paraître un peu étrange, mais voilà, je t'explique pourquoi. Voilà, je vais scinder la base où je prends 20 000 en apprentissage et le reste en test. Ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas usuel, parce qu'on est dans un cadre différent dans cette vidéo aussi, c'est que je veux tout simplement montrer le comportement de la régression logistique de scikit-learn selon le paramétrage qu'on met en place sur, d'une part, le solver et d'autre part, sur la gestion du multiclasse. Voilà, c'est pour ça que je fais cette subdivision-là. C'est une forme d'expérimentation, si vous voulez. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Donc, c'est pas, je ne veux pas essayer de développer un modèle performant. C'est tout simplement pour voir le comportement du module de calcul. Alors, première étape, donc, je prends la régression logistique multinomiale. Ça ressemble méchamment à ce qu'on peut voir typiquement dans R. Le GLM de R, ce serait à peu près cette idée-là. Bon, il n'y a pas la multinomiale directe en GLM de R, il y a des packages qui le font. Voilà. Mais bon, si on est dans binaire, on aurait bien ce solver-là. Et encore une fois, j'explique, ce solver-là, c'est ce qui est expliqué ici. Voilà. Et ce qu'il faut voir, entre autres, c'est qu'il calcule bien le vecteur gradient et en plus, il calcule la matrice hessienne, qui est assez longue à calculer. On est d'accord là-dessus. Voilà. Très bien. Alors justement, pour mesurer le temps de calcul, je vais rajouter une instruction ici, time. Voilà. Comme ça, on a ici, donc j'instancie la librairie de la classe de calcul. Je dis que je vais avoir une régression donc multinomiale directe. J'avais expliqué le principe dans le cours qui est là, on est encore d'accord une fois, voilà, multinomial direct avec ici la fonction de vraisemblance à optimiser. Ici, donc, c'est le vecteur gradient qui est un empilement de vecteurs et la matrice SN qui est un empilement de sous-matrices. On est bien d'accord là-dessus. Donc là, ça devient, donc il y a 6 fois 55, puisqu'il faut compter la constante, ça fait beaucoup, et on a une matrice donc de beaucoup fois beaucoup. On est d'accord là-dessus. Voilà, très bien, j'aurais dû préparer les calculs avant. Une fois que c'est ça, donc je lance le calcul. Tac, je lance le calcul, voilà, il est en train de calculer, et il va m'afficher d'une part, donc qu'est-ce qui se passe ici, voilà, une fois que j'ai instancié la classe, j'appelle le fit, qu'est-ce que je passe? Donc je passe en paramètre ici les x, c'est toutes les variables, sauf la dernière, parce que la dernière, c'est la variable cible, c'est type. On est bien d'accord là-dessus, type, ici, c'est la variable cible qui a, type, qui a cette modalité. C'est ce qu'on vient de voir ici. Voilà. Et toutes les autres, donc la variable, colonne 0 jusqu'à la colonne 53, c'est des variables explicatives. Voilà. Et donc, il y a un paramètre supplémentaire à calculer, c'est la constante de la régression logistique. C'est pour ça que ça prend du... voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a le fameux +1 à chaque fois dans les matrices. Très bien. Donc, ici, dans le paramétrage, voilà, je prends tous les x, je prends toutes les variables, sauf la dernière, parce que c'est la variable cible, et le y, justement, c'est la variable cible. Ensuite, je fais la prédiction. Donc, ça c'est sur les données d'apprentissage, DS qui est là, ici, les données, D, j'ai subdivisé en deux parties. DS avec 20 000 observations pour la modélisation et DT, test, voilà, avec 561 012 observations pour l'évaluation. Encore une fois, la partition ici, c'est parce qu'on est dans un cadre d'expérimentation et non pas de modélisation pour trouver un modèle performant. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors, déjà, il me dit, ah, j'ai pas convergé. Donc, malgré le fait que par défaut, il peut faire 100 itérations, au bout de la centième, il n'est pas arrivé au bout des 100 itérations. Enfin, il est arrivé à la centième itération sans arriver à la convergence. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'optimisation de la fonction de vraisemblance, on n'est pas arrivé au bout de l'optimisation. Voilà. Donc, une solution qui paraît bateau, c'est quoi? C'est j'augmente donc le nombre d'itérations. C'est possible, au lieu de 100 par défaut, je mets 1000. Est-ce que 1000 il va converger? Je ne sais pas. Donc nous, on attend devant le PC. Là, on peut regarder des choses sur Internet en attendant. Regarder les résumés du foot, on est dimanche soir. Donc voilà, il y a les résumés de foot là. Mais bon, au bout d'un moment, en plus, vu les spectacles qu'on nous donne parfois, bon, très bien. Donc voilà.
Donc, ça peut être un problème. Donc, déjà, ça, c'est un élément important. Ensuite, il est arrivé au 100 à 100 itérations, sans arriver à convergence de l'optimisation de la fonction de vraisemblance, et il a mis ici 44 secondes. Alors, while time, c'est expliqué en ligne ici. Hein, voilà. Donc là, vous verrez, en fait, le while time, en gros, c'est tout simplement le temps total qu'il a pris. Hein. Donc, ce n'est pas le temps CPU qui est consacré à ce calcul d'optimisation de la fonction de vraisemblance, c'est le temps total qu'il a pris entre le début, c'est le clock, c'est l'heure à la fin, moins donc l'heure au début, tout simplement. Donc, si j'avais fait autre chose par ailleurs, c'est pris en compte également parce que ça retarde le processeur. Bon, là, on a un processeur multicœur. Là, le calcul est en monocœur. Donc, normalement, c'est le temps aussi global CPU qui est pris en compte ici. Hein. Voilà, très bien. En tout cas, donc, le temps total, c'est 44 secondes. Et une fois qu'il a fait le calcul, voilà, j'ai quand même fait la prédiction sur l'échantillon test des 561 000 observations et je calcule ici la moyenne des mauvaises prédictions. Donc, c'est le taux d'erreur tout simplement. Hein. Est-ce que la prédiction, donc là, c'est la prédiction sur l'échantillon test, je compare ici la prédiction sur l'échantillon test avec les vraies valeurs de type sur l'échantillon test. Voilà, là, ça va donner un vecteur de boulet 1, 0, 1 quand il se trompe, 0 quand c'est correct, et je prends la moyenne de ce vecteur-là, et c'est bien le taux d'erreur. Et je me rends compte que malgré qu'il n'ait pas convergé, on a quand même une estimation des coefficients qui sont une estimation qui est applicable. Voilà, parce qu'on a 28% d'erreur. Voilà. Ça, c'est vraiment très important. Il faut vraiment que vous voyez ça. Donc, c'est un processus d'optimisation d'une fonction de vraisemblance qu'on a. Lui, il a fait les calculs, il fait un warning en disant « Attention, je ne suis pas arrivé au bout, je n'ai pas convergé, mais il a quand même fait les 100 itérations. » On est d'accord là-dessus. Et donc, il a estimé une configuration possible des vecteurs, des A-chapeaux, si vous voulez, A0, A1, ainsi de suite, qui est applicable sur l'échantillon test, et on a un taux d'erreur de 0,28. Voilà. Donc, lisez bien les warnings qui sont mis en place. Alors, je me dis, bon, quand même, ce serait pas mal si je converge. Donc, première solution, c'est j'augmente le nombre d'itérations. Mais ça, c'est un sparadrap sur une jambe de bois, parce qu'on ne sait pas si ça va encore converger à 100 000 itérations, 200 000 itérations, voilà, ainsi de suite. Donc, c'est là qu'il faut relire la doc. Et dans la doc, il y a quelque chose qui alerte mon esprit. Je me dis, ah, effectivement, j'avais remarqué que dans mon échantillon, dans ma base de données, les variables n'étaient pas exprimées sur les mêmes unités. Or, il dit, il peut y avoir des problèmes de convergence quand les variables ne sont pas sur la même échelle. Pour certains solvers. Mais bon, peut-être que ça va jouer aussi sur mon Newton, ça. Voilà. Typiquement, celle qui est programmée dans Tanagra, j'ai programmé la régression logistique dans Tanagra. Dans Tanagra, automatiquement, les variables sont tout le temps centrées et réduites. Pourquoi c'est fait ça? Parce que j'ai constaté que la convergence est meilleure quand les variables sont centrées réduites, d'une part, et d'autre part, quand je calcule l'écart type d'une variable, si elle est nulle, je sais que c'est une colonne de constante, donc je la désactive tout de suite. Ça ne sert à rien de le mettre dans les calculs, cette variable-là. Donc, il y a une double sécurité en réalité. Voilà. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, je reviens ici, et je vais mettre une deuxième approche. Alors, regardons ce que je fais, et je vais le lancer tout de suite, comme ça, voilà. Je vais le lancer tout de suite et je vais le commenter. Qu'est-ce qui se passe? De nouveau, ici, ce qui se passe, c'est que cette fois-ci, je vais instancier un outil qui permet de centrer et réduire les variables. Donc, standard scalar, c'est un outil qui permet de centrer et réduire les variables. Premier élément. Ensuite, d'une part, je vais calculer les moyennes et écarts types sur la base d'apprentissage. Voilà. Et je sors une variante des données, donc centrée et réduite cette fois-ci. Voilà. Ensuite, j'instancie la régression logistique avec les mêmes paramètres que précédemment. Vous avez vu? Voilà, les mêmes paramètres que précédemment. Sauf que quand j'appelle le fit, maintenant, je passe les données centrées réduites en paramètres. Les X. Le Y reste le même. Il n'y a pas à centrer réduire le Y, on est d'accord. C'est une variable qualitative. Voilà. Oui, attends, je n'ai pas mis le time it là. Donc, vous avez vu, il a déjà fini. Non, time tout court. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe sur l'échantillon test? Il faut aussi que je centre et réduise l'échantillon test, sinon ce n'est pas cohérent. Il faut que je le centre et réduise en utilisant la moyenne et l'écart type calculée sur l'échantillon d'apprentissage. On est bien d'accord là-dessus. Et c'est exactement ce qui se passe là. Je transforme ici la base test, uniquement les X, pas le Y, on ne peut pas, voilà, très bien, en utilisant les paramètres calculés sur la base d'apprentissage, qui est là. Fit transform. Là, c'est bien fit transform, donc il apprend les paramètres
c'est le rôle du fit, et il transforme la base d'apprentissage, et là, il transforme seulement, c'est pas un fit transforme là, hein, il transforme seulement, ici la base test, avec les paramètres calculés sur l'échantillon d'apprentissage. Très, très important ça. Hein. Voilà. Et une fois que les données sont transformées, je prédicte et j'affiche le taux d'erreur. Alors, ça fait très rapide, hein, vous avez vu, mais le taux d'erreur est meilleur déjà, vous avez vu, hein, 0,2835. Mais ce n'est pas si différent que ça. Donc, même s'il n'a pas convergé ici, ça apprenait quand même. Hein, mais là, il apprend mieux. Voilà. Et en plus, il a convergé. Alors, je vais relancer. Hein. Je vais relancer parce que c'était tellement rapide et j'ai oublié de mettre le time. Hein, voilà. Et là, je ne refais pas la vidéo. Là, vu ce que j'ai dit avant, il faut redire tout ce que je viens de dire là. Non, non, c'est pas possible ça. Hein. Voilà, donc vu le nombre de vidéos que je suis obligé de refaire et tout ça. Voilà. Alors, ça fait 10 secondes. Vous dites, ah, le calcul est plus rapide. Alors, il est plus rapide parce qu'il a convergé plus tôt. C'est aussi bête que ça en réalité. Hein. Il n'a pas fait les 100 itérations. Hein. Il s'est arrêté plus tôt tout simplement. C'est pour ça qu'il est plus rapide. Voilà. Donc, au lieu de 44 secondes ici, il a fait 10 secondes parce qu'il s'est arrêté plus tôt tout simplement. Il n'a pas fait les 100 itérations. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de message de warning. Voilà. Et comme il a mieux convergé, comme il a convergé, donc il a mieux estimé les paramètres. Et c'est pour ça que que le modèle est plus efficace sur l'échantillon test. 27%, 28%. Vous dites c'est 1% d'écart, mais 1% d'écart calculé sur 560 000 individus. Donc, c'est beaucoup. Hein, c'est extrêmement beaucoup. Hein, voilà, hein. Sur l'échantillon test, il y a 560 000 individus, donc 1% de différence, c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup en l'occurrence ici. Hein, voilà. C'est beaucoup d'individus qui sont bien classés en plus. Hein, voilà. Très bien, donc voilà. Donc on voit très bien hein, voilà, que le paramétrage joue important et que selon les paramétrages, la transformation des données qu'on fait sur les données peut jouer un rôle également. Alors ça, c'est le cadre multinomial. Je me dis, mais ok, qu'est-ce qui se passe si j'utilise plutôt la deuxième stratégie? On est dans le multiclasse, là. Hein. On est dans le multiclasse. Il est où le multiclasse, là? Est-ce qu'on avait le nombre d'itérations? On pouvait l'avoir. Ah, on pouvait l'afficher, le nombre d'itérations. Voilà, bon, c'est pas grave. On va quand même l'afficher pour voir. Hein. Si je fais ici LR. Attends, je n'avais pas préparé ça. Donc, il faut que je regarde. Il s'appelle comment? Niter. LR.niter. Tac, je sens ça. Il a fait 23 itérations. Donc, vous avez vu, hein, le premier coup, il arrivait à 100 itérations, il n'avait pas la convergence. Là, il a fait 23 itérations. C'est pour ça qu'il était plus rapide, tout simplement. Et il a convergé, d'où la meilleure performance. Très bien. Bon, OK. Alors, revenons ici. Sur la stratégie multiclasse, regardons. Voilà. Sur la stratégie multiclasse, donc, on a fait le multinomial. J'ai montré le support de cours qui explique ce qui se passe dans les calculs. Alors, nous, ce qui nous intéresse maintenant, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand on fait la régression une contre les autres. Et je vais utiliser un autre outil pour l'optimisation, par exemple le Saga. Hein. Ils nous disent dans la documentation, enfin, en ligne ici, enfin si, dans la documentation, ils disent que Saga, c'est ce qui marche sur les grandes bases. Voilà. Voilà. OK, regardons ce qui se passe alors. Donc, je prends ici de nouveau le calcul, voilà, Saga cette fois-ci, et on va discuter du paramétrage. Voilà, tac, voilà. Et de nouveau, je mets time ici. Voilà. Regardez, hein. Alors, donc là, je fais du multinomial, toujours, voilà, et j'utilise Saga. Pourquoi pas, hein, voilà. Mais comme je sais que Saga peut avoir des problèmes quand les échelles sont différentes, c'est bien ce qui est écrit là, hein, voilà, j'utilise directement les données centrées réduites. Voilà. Après, j'utilise le même principe, je centre réduit aussi la base d'apprentissage en utilisant les paramètres de la base test. Je centre réduit ici la base test en utilisant donc, les paramètres calculés sur la base d'apprentissage et je calcule le taux d'erreur. Allons-y, calculons. Normalement, ça serait mieux, parce qu'il est développé sur les grandes bases. Mais en fait, il est développé sur les grandes bases quand le nombre de variables est important, pas le nombre d'individus. Et là, de nouveau, il me dit « Ah, je n'ai pas convergé ». Il n'a pas convergé, mais il ne reste pas moins qu'il l'a fait en 8 secondes. Alors tout à l'heure, ça n'avait pas convergé, il l'a fait en 40 secondes. Hein. Mais il dit « Je n'ai pas convergé de nouveau. Hein. » Malgré que j'ai centré et réduit les variables ici. Ça, ce n'était pas prévu, ça. Hein. Donc, il a fait les 100 itérations, il a dit « je n'ai pas convergé », voilà, et malgré qu'il n'ait pas convergé, il a quand même une estimation des coefficients, et c'est pour ça qu'on a 0,28% de nouveau. Hein. Mais ça ne fait pas les 0,27 qui sont là, d'accord. Hein. Voilà. Bon,
Ça va quand même pas mal. Hein. Donc, une autre solution ici, c'est d'augmenter le nombre d'itérations de nouveau. Mais c'est toujours sparadrap pour une jambe de bois. On est d'accord là-dessus. Mais voilà. Donc, on voit bien très bien. Hein. Donc, je suis passé de Newton à Saga. Sous les données centrées réduites, Newton, lui, avait convergé. Et du coup, on a un modèle qui marche bien. Voilà, Saga, il n'a pas convergé. Et ça, si on ne le teste pas, on ne peut pas le savoir. Ça, si on teste pas, on peut le savoir. Malgré ce qu'avait dit ici, donc la documentation qui disait Saga est plus rapide, ce qui est vrai. Voilà. Et attention, on a convergence que si les données sont centrées réduites. Si les données, les variables sont exprimées sur les mêmes unités. Donc moi, j'ai centré réduit et malgré tout, ça n'a pas convergé. Voilà. Mais c'était plus rapide, effectivement. Et effectivement, il a quand même une estimation qu'il a pu appliquer. Alors, dernier élément qu'on va tester, qu'est-ce qui se passe si, malgré que je sois sur une régression multinomiale, ici, malgré que je sois dans un problème multiclasse, j'utilise la stratégie une versus le reste. Donc là, j'ai cette modalité sur la variable cible. Donc, il va faire cette régression binaire. Hein, classe 1 contre les autres, classe 2 contre les autres. Et quand il va utiliser ça en classement, il applique chaque modèle et il affecte à la classe qui a le score le plus élevé. C'est ça l'idée qui est mise en œuvre. Très bien. Donc, c'est one vs rest, voilà. Et j'utilise liblinéaire cette fois-ci. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, hein, voilà. Très bien. Et de nouveau, je mesure le temps de calcul. Voilà. Très bien. Et de nouveau, ici, à la différence de tout à l'heure, je réutilise de nouveau donc les données non standardisées. Pourquoi? Parce que je suis pénible, tout simplement. J'aimerais voir comment se comporte l'algorithme si je l'applique de nouveau ces données qui sont non centrées réduites. Pour voir, hein, si ça ne marche pas, on aura toujours le temps de changer tout à l'heure. Hein, voilà. Mais ça nous permet de voir ce qui se passe. Voilà. Et là, ensuite, je fais un prédict sur la base, pas besoin de transformer pour le coup, et je calcule le taux d'erreur, exécutons. Donc là, il y a quand même 7 régressions qui sont faites. Hein. C'est super rapide. Finalement, ce n'était pas si mal. Finalement, c'est pas si mal. Hein. C'est super rapide. Il a fait les 7 régressions binaires ici. Mais en termes de comportement en classement, c'est moins bon que les autres méthodes, même ceux qui n'ont pas convergé. Vous avez vu, hein, 0,29. Pas terrible, ça. Hein. Alors, une solution possible, je n'ai pas faite ici, hein, mais c'est à vous de voir par la suite, hein, c'est de dire, je reprends le même principe et j'utilise ici les données centrées réduites. Et quand j'applique en test, bien sûr, j'applique ce centrage de réduction-là en utilisant les paramètres calculés sur l'échantillon d'apprentissage, encore une fois. Hein, et voilà, et ainsi de suite. Voilà. Mais bon, après, c'est à vous de chercher. Le principal message qu'il faut voir, c'est que tous les algorithmes de machine learning sont paramétrés, voilà, et du coup, c'est à nous de trouver le paramétrage le plus adéquat en fonction des données qu'on manipule. Et dans le cadre de la régression logistique, ici, j'ai fait un focus sur 2 paramètres particuliers qui jouent sur la vitesse de la convergence, voilà, tout simplement, et la qualité du modèle aussi, subséquemment, bien évidemment, hein, voilà. D'une part, j'ai joué sur Solver, voilà, qui est l'algorithme d'optimisation. Vous avez une description qui est très intéressante sur Stack Overflow, vous avez l'adresse qui est là, hein, voilà. Et l'autre élément que j'avais essayé de voir, c'est le comportement de la librairie pour le traitement des problèmes multiclasses. Est-ce qu'on le traite d'un coup, globalement, avec la stratégie donc multinomiale, ou bien on peut le décomposer en une série de régressions binaires, une classe versus les autres. Et voilà, et on a vu ici les différents comportements possibles. Voilà. Donc voilà, à chaque fois que vous manipulez une librairie, regardez les paramètres et regardez comment les manipuler en fonction des caractéristiques du problème que vous traitez et des données que vous traitez. Voilà. Alors bon, 2 secondes avant de finir, il y a d'autres choses qu'il faudrait voir ici. Voilà. Penalty, typiquement, c'est les paramètres de régularisation. Ça peut jouer là, surtout quand on est dans une grande dimension. Hein. Si le nombre de variables explicatives est énorme, en text mining, ce sera le cas. Hein. Vous avez donc très facilement plusieurs milliers de descripteurs quand on est sur un bag of words. Comment manipuler ça correctement, ainsi de suite. Il y a d'autres paramètres également, voilà, ainsi de suite. C'est à vous de voir. Voilà. Mais toujours lire la documentation avant d'utiliser une librairie de machine learning. Très important. Voilà, excellent travail à tous sur les grandes bases de données. Et moi, je m'arrête là.